Seydina Mohamed. Je me nomme Dia Abdoulaye, professeur de sciences au niveau du lycée Elimina, donc directeur des études chargé de cours. Donc on va vous présenter surtout la thématique thème de la génétique, voire cette science de l'hérédité qui a été créée par le père fondateur qu'on appelle Mendel. Donc pour commencer ça, on va voir d'abord ce qu'on appelle les notions de base, donc au niveau de la génétique. Quelques définitions. Donc on a dit que chaque caractère génétique en réalité est contrôlé par un gène qui occupe une place surtout précise sur le chromosome qu'on appelle locus. Le locus, c'est l'emplacement précis du gène sur un chromosome. Donc c'est ça qu'on appelle locus. La place qu'occupe un gène sur un chromosome, on appelle ça locus. Et allèle maintenant, c'est une version d'un gène donné qui peut varier d'un individu à un autre. Donc c'est ça qu'on appelle allèle. Donc si on a l'allèle, donc cet emplacement, on peut avoir un allèle grand A ici, grand A, grand A. Donc la place qu'occupe cet allèle donc, est appelée locus. Allèle, on a dit, c'est une version donnée qui peut varier d'un individu à un autre. Version d'un gène, bien sûr. Et le gène, c'est le fragment d'ADN qui contrôle, bien sûr, un caractère héréditaire précis. Donc, comme les gènes de la taille, de la couleur, de la forme, ce sont des gènes, donc on appartient à l'espèce humaine. Donc, on a 2 n égale à 46, nous sommes des diploïdes. On a des gènes qui gouvernent des caractères. On peut avoir la couleur comme un caractère, la taille, et la forme, tout ça sont des caractères. Donc, ce gène, il peut être, le sujet peut être homozygote aussi, se dit dans un individu dont les cellules contiennent essentiellement un double exemplaire du même allèle. Donc, lorsque les 2 allèles sont identiques, indique le sujet est homozygote. Donc on peut avoir grand A ou petit a. Donc le sujet est dit homozygote. Lorsque les 2 versions sont identiques, les versions d'un gène. Hétérozygote maintenant se dit lorsque les cellules contiennent 2 allèles différents d'un gène donné. Lorsque le sujet a grand A, petit a. Donc on a 2 versions différentes d'un gène. Donc l'individu est dit hétérozygote. Homozygote lorsque les 2 allèles sont identiques. Hétérozygote lorsque les 2 allèles sont différents. Génétique maintenant, c'est l'ensemble des gènes de caractère héréditaire. On le représente souvent comme suit. Grand A sur grand A par exemple. Donc ça c'est l'écriture génotypique. Ou si c'est petit a, mais petit a sur petit a. Donc ça, c'est l'écriture génotypique. Phénotype, maintenant, l'ensemble des caractères résultant de l'expression du génotype. On représente le phénotype en met entre crochets grand A. Là où met petit a. Donc, ça, c'est le phénotype dans l'individu. Et l'hybridation, donc croisement entre 2 individus de même espèce, ayant bien sûr des génotypes ou des phénotypes différents. Concernant le même caractère, c'est ça qu'on appelle l'hybridation. Et la lignée de race pure se dit surtout pour des homozygotes où le parti génétique est identique, c'est-à-dire mêmes allèles. Donc, c'est une définition de base donc, que l'individu doit savoir d'abord au niveau de thématiques génétiques. Donc, on a dit gène, allèle, homozygote, hétérozygote. Donc, homozygote, on parle du terme homozygote pour un individu. Donc, un individu homozygote pour un caractère. Si c'est pour une population maintenant, on utilise le terme homogène. Homogène, donc c'est un nombre important. On parle donc de homogène. Homozygote pour un individu, pour un caractère. Et pour une population maintenant, on dit homogène. Hétérozygote aussi pour un individu peut être hétérozygote pour un caractère. Pour une population, maintenant, on parle d'un terme hétérogène. On dit donc hétérogène. Donc, il y a une petite nuance entre homozygote homogène et hétérozygote et hétérogène. Donc, pour le terme homogène, c'est pour une population. Homozygote, maintenant, pour un individu.
hétérozygote pour un individu, hétérogène pour une population. Donc ça, c'est des définitions qu'il faut connaître au niveau de la terminologie en génétique. Là, on va voir comment on analyse les données. Donc, comment analyser les données d'un exercice. Au niveau de la génétique formelle, bien sûr. Donc, cette génétique formelle, donc on va voir surtout la méthodologie. Comment analyser des données pour la réponse aux questions posées. La réponse aux questions suivantes. Donc, en génétique, la démarche, elle est mentale. Donc, il y a certaines étapes qu'on doit parcourir. La première chose, d'abord, qu'on doit faire en génétique, c'est de chercher le nombre de caractères ou de gènes impliqués dans le croisement. De caractères impliqués. Dans le croisement. Donc, si c'est un seul caractère, on dit donc on est dans un cas de monohybridisme. Un seul gène. Donc, on dit dans ce cas d'un monohybridisme. Cas d'un monohybridisme. Donc, si c'est deux caractères, deux gènes impliqués, on dit cas d'un dihybridisme. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire en génétique. Donc, chercher le nombre de caractères impliqués dans le croisement. Donc, un seul caractère, on dit on est dans un cas de monohybridisme. Deux caractères, on dit cas de dihybridisme. Deuxième étape, donc il faut chercher la localisation chromosomique. Localisation chromosomique des gènes étudiés. Chromosomique. Localisation chromosomique des gènes dits ou des gènes étudiés. Des gènes étudiés. Donc là aussi, les deux réponses sont attendues. Donc soit la transmission elle est autosomique ou transmission gonosomique. Donc localisation autosomale ou gonosomale. Autosomale ou cas d'un gène autosomique ou dans cas d'un gène gonosomal. Donc, comme je dis souvent au niveau de la génétique, les réponses attendues sont faciles à retenir. Donc, c'est toujours, il y a que deux types de réponses. Donc, localisation chromosomique, soit la transmission, donc là, elle est autosomale, sexe non spécifié, ou la transmission, elle est gonosomale, sexe spécifié au niveau de la descendance. Donc, un nombre de caractères étudiés, un caractère on dit donc monohybridisme, deux caractères d'hybridisme. Bien la localisation chromosomique
autosomal ou gonosomal. Troisième étape, donc on cherche le type de dominance. Donc type de dominance. Type de dominance aussi. Donc on attend aussi deux types de réponses. La dominance, soit elle est absolue, dominance absolue, ou dominance intermédiaire qu'on appelle codominance. Donc, dominance absolue, on a un phénotype parental, donc la descendance ressemble à l'un des parents, donc on dit dominance absolue, ou on a un nouveau phénotype, on parle de codominance. Soit la descendance qu'on va voir tout de suite, donc la descendance elle est homogène, elle ressemble à l'un des parents, présente un phénotype parental, donc on est dans une dominance absolue, ou descendance homogène présentant un nouveau phénotype, un phénotype intermédiaire, donc on parle de codominance. Codominance, donc on va revenir au niveau des proportions tout de suite. De troisième et quatrième étape, donc c'est les génotypes. Le génotype, donc type de dominance, c'est l'étape 3. Quatrième étape, donc les génotypes. Génotype, bien sûr, des individus croisés. Génotype des individus croisés. Là aussi, du point de vue génotype aussi, on attend deux réponses. Soit l'individu est homozygote, race pure, homozygote, ou bien l'individu est hétérozygote. Donc, dans le cas de monohybridisme, la démarche est comme suit. Donc, la première chose qu'on a dit, donc nombre de caractères, un seul caractère, monohybridisme, localisation, soit le gène est autosomal ou le gène est gonosomal, type de dominance, dominance absolue ou codominance. Génotype aussi, soit l'individu est homozygote ou hétérozygote. Dans le cas d'hybridisme, on va regarder la relation entre les deux gènes impliqués. Donc, on parle de gènes liés ou gènes indépendants. Donc, la cinquième étape concerne le cas de relation entre les deux gènes dans le cas de dihybridisme. Relation entre les deux gènes. Dans le cas d'hybridisme, aussi on attend que les gènes soient gènes indépendants ou liés. Gènes liés ou indépendants. Donc voilà la démarche mentale au niveau de la génétique quand on veut résoudre un exercice. Donc pour analyser les données, donc on a dit la première chose à faire au niveau de la génétique, c'est de chercher le nombre de gènes impliqués. Donc un seul caractère, on dit on est dans un cas de monohybridisme. Deux caractères, on dit on est dans un cas d'hybridisme. Et la deuxième chose, on cherche la localisation chromosomique. Est-ce qu'on est cas d'un gène autosomal ou gène gonosomal? Et troisième étape, type de dominance, là aussi. Donc, on attend que la dominance soit absolue ou codominance. Et quatrième étape, donc, génotype des individus croisés, soit les sujets sont homozygotes ou ils sont hétérozygotes. Et la cinquième étape, donc, concerne dans le cas de dihybridisme qu'on fera ultérieurement. Est-ce que les gènes sont liés ou les gènes sont indépendants? Maintenant, on va voir, en premier lieu, d'abord le monohybridisme. Monohybridisme. Donc, monohybridisme, on a dit, c'est l'étude de la transmission d'un seul couple d'allèles. Étude de la transmission
d'un seul couple d'allèles. Donc, ce monohybridisme, on a dit qu'il peut être autosomique comme il peut être gonosomique. Monohybridisme autosomal comme il peut être aussi gonosomal ou gonosomique. Gonosomal. Dans le cas d'un monohybridisme autosomal, donc on peut avoir monohybridisme autosomal avec dominance absolue. Cas de dominance absolue. Cas de dominance absolue ou cas de co-dominance. Donc ça, c'est dans le cas de monohybridisme autosomal. Cas de dominance absolue, on a une descendance homogène qui présente un phénotype parental. Donc, F1, qu'on appelle donc la première génération, F1, elle est homogène. F1 est homogène. Et présente bien sûr un phénotype parental. Un phénotype parental. Donc, à chaque fois qu'on a une descendance homogène et présentant bien sûr un phénotype parental, on déduit deux conclusions: que les parents croisés sont de race pure, et la première loi de Mendel est vérifiée, c'est-à-dire l'uniformité des hybrides. Uniformité des hybrides ou homogénéité des hybrides donc, de la première génération F1. Donc, le père de cette hérédité qu'on appelle Mendel a créé des lois statistiques bien sûr. Donc, ils sont au nombre de 3. La première loi de Mendel, c'est l'uniformité des hybrides ou homogénéité des hybrides, donc des individus de la première génération. La deuxième loi, c'est la loi de pureté des gamètes, c'est-à-dire les allèles d'un même gène ne se mélangent pas. Donc, lors de la méiose, se sépare, chaque allèle d'un même gène va aller au niveau d'un gamète. Les allèles d'un même gène ne peuvent pas se retrouver dans un gamète. Ça, c'est la deuxième loi de Mendel. Ça, c'est au niveau de Mendel. Troisième loi de Mendel, maintenant, elle ne s'applique qu'au niveau des gènes indépendants. Au niveau du cas de d'hybridisme, qu'on appelle ségrégation indépendante des caractères. Donc, il y a 3 lois. Donc, les lois de Mendel. Les lois de Mendel. Donc, il y a la première loi de Mendel. Loi d'uniformité. Loi d'uniformité, donc des hybrides de la première génération. C'est-à-dire, Mendel dit quand on croise des individus de race pure, la première génération, elle est identique entre elles, du point de vue phénotype et du point de vue génotype. Donc, toute la première génération, elle est uniforme, elle est identique. Donc, c'est ça qu'on appelle donc la loi d'uniformité ou la loi d'homogénéité. La deuxième loi, qui s'applique toujours, sauf s'il y a une anomalie de la méiose, donc loi de pureté des gamètes. Loi de pureté des gamètes. Donc, les allèles d'un même gène ne peuvent pas se retrouver dans un gamète. Par exemple, comme on a ici, on a grand A sur petit a. Lors de la méiose,
grand A va aller dans un gamète, donc petit a aussi doit aller dans un gamète. Donc les deux allèles dans le même gène ne peuvent pas se retrouver au niveau. Donc les caractères ne se mélangent pas. C'est ça qu'on appelle la loi de pureté des gamètes. Et troisième loi, elle caractérise les gènes indépendants qu'on appelle ségrégation indépendante des caractères cycles. Ségrégation ou disjonction, ségrégation indépendante des caractères. Donc, ça c'est dans le cas de deux gènes, donc gènes indépendants. Donc voilà les trois lois de Mendel. Donc, quand on a un croisement, à chaque fois qu'on a une descendance homogène, donc dans la première génération, donc on déduit ces deux conclusions. La descendance ne peut être homogène que si les parents croisés sont de race pure, et donc il en découle donc la première loi de Mendel. Maintenant, si cette génération ressemble à l'un des parents, on tire une troisième conclusion, donc on dit qu'il y a dominance absolue. Donc là, à chaque fois, on déduit trois petites conclusions. F1 homogène. Forcément, les parents croisés sont de race pure. Parents croisés sont de race pure. Et la première loi de Mendel qu'on a énumérée en haut là-bas, donc, est vérifiée. La première loi de Mendel est vérifiée. Donc, loi de pureté des gamètes, donc loi d'uniformité des hybrides ou homogénéité, et on déduit donc il y a une dominance. Dominance absolue. Donc F1 ressemble à l'un des parents, donc on dit dominance. En F2 maintenant, quand on croise F1, F2 égale F1, F1. Les ennemis, donc on obtient une deuxième génération qu'on appelle F2. Elle est hétérogène. Elle est hétérogène. Et présente bien sûr deux phénotypes. Elle présente deux phénotypes. Deux phénotypes donc avec des proportions de type 3 quarts, 1 quart. Avec des proportions 3 quarts du phénotype dominant et 1 quart du phénotype récessif. Donc toujours au niveau de cas de monohybridisme avec dominance F1, F1. Donc la descendance elle est hétérogène et présente deux phénotypes avec des proportions 3 quarts du phénotype dominant, 1 quart du phénotype récessif. Vous avez donc la réapparition de ce phénotype récessif s'explique donc par la deuxième loi de Mendel. Ce caractère qui avait disparu à la première génération réapparaît au niveau de la deuxième génération parce que les deux caractères ne se mélangent pas lors de la formation des gamètes, ils se séparent. Donc, d'où l'apparition de ce phénotype récessif, donc ce qui montre que la deuxième loi de Mendel est vérifiée ici. Donc, c'est la réparation du phénotype qui avait disparu à la première génération. Bon, donc ces caractères ne se mélangent pas. Et quand on fait maintenant un croisement, test cross, ou tout test cross, comme les gens aiment polémiquer souvent, est en back cross. Donc, quand on croise donc back cross, c'est quand on prend F1, donc la descendance F1 le croise avec ses propres parents. C'est-à-dire, quand on fait le croisement, F1 avec P1 ou F1 avec P2, ça on appelle ça des back cross. Back cross, croisement de retour. Donc, on prend donc la première génération obtenue, F1, on le croise avec ses propres parents.
Donc, c'est ça qu'on appelle back-cross. Back-cross. Donc, le phénotype du testeur, il peut être dominant comme il peut être récessif. Dans le cas maintenant du test cross, on utilise un phénotype dominant. Un phénotype dominant. Donc, l'individu testé a toujours un phénotype dominant de génotype inconnu avec un testeur donc de phénotype récessif et de génotype donc connu. Donc, c'est ça qu'on appelle test cross. Donc, ça veut dire que tout test cross en réalité est en back cross. Mais la réciprocité, comme disent les mathématiciens, n'est pas valable. Tout test cross n'est pas donc un back cross. Tout back cross n'est pas un test cross. Pas de réciprocité. Donc, test cross, donc on prend dans ce cas l'hybride F1 avec le parent récessif. Donc, si le testeur est récessif, donc dans ce cas, on parle de test cross. Donc, c'est ça la principale différence entre test cross et back cross. Au niveau du test cross, le testeur a toujours des caractères récessifs. Par contre, au niveau du back cross, le testeur peut avoir donc un phénotype dominant. Mais test cross, le testeur est toujours de phénotype récessif. Dans ce cas, on obtient donc aussi deux phénotypes de proportions identiques. Deux phénotypes de proportions identiques. De proportions identiques, donc un demi. Donc ces proportions caractérisent donc le test cross, donc le cas de monohybridisme, un demi. Donc voilà pour le cas de dominance, les résultats sont toujours connus. F1 homogène présentant un phénotype parental, on déduit ces conclusions, on déduit que les parents croisés sont de l'aspect, la première loi de Mendel est vérifiée, il y a dominance. Et F2 hétérogène présente deux phénotypes avec des proportions, 3 cas de phénotype dominant, un cas de phénotype récessif. Dans le cas donc, du test cross, on a aussi deux phénotypes de proportion, un demi. Donc, pour type de dominance, donc on peut déterminer le type de dominance de deux façons. Soit vous avez une descendance homogène qui ressemble à l'un des parents, donc dominance absolue, ou bien vous avez une descendance hétérogène avec des proportions 3 quarts, 1 quart, dominance absolue. Les proportions 1 demi ne peuvent pas déterminer le type de dominance. Donc, il faut faire très attention souvent. Donc, les proportions 1 demi ne peuvent pas déterminer le type de dominance. Mais quand vous avez un F1 homogène ressemble à l'un des parents, dominance absolue, ou bien F2 est hétérogène et présente 3 phénotypes, 3 quarts, 1 quart, donc aussi la dominance absolue, ou bien même dans un cas particulier, 2 tiers, 1 tiers, donc dans le cas d'un gène létal. Là aussi, vous avez une dominance. C'est comme des fractions, donc quand vous avez deux fractions, vous avez le même dénominateur, celui qui a le numérateur le plus grand est dit dominant. Donc vous avez donc 3 quarts, 1 quart, 2 tiers, 1 tiers, donc ça montre qu'il y a une dominance. Ça c'est dans le cas, donc, cas de monohybridisme autosomal avec dominance. Monohybridisme avec codominance aussi. Donc vous avez, le vocabulaire change peu, vous avez toujours F1 est homogène. F1 est homogène. Donc on déduit toujours les mêmes conclusions. Les parents croisés sont de l'aspire. La première loi de Mendel est vérifiée. Mais là, il présente un nouveau phénotype. F1 est homogène et présente un nouveau phénotype. Un phénotype intermédiaire. Un nouveau phénotype. Ça, c'est un nouveau phénotype. Donc là, les deux premières conclusions restent toujours valables. Parents de l'aspect, première loi de Mendel est vérifiée. Mais comme on a un nouveau phénotype, on dit phénotype intermédiaire, donc dans ce cas, on parle de codominance. On dit donc qu'il y a codominance parce qu'apparition dans... Par exemple, je croise une plante à fleurs rouges et une à fleurs blanches. La première, j'obtiens donc des fleurs roses. En rose, c'est un nouveau phénotype.
C'est un caractère intermédiaire entre rouge et blanche. Donc, j'ai déduit, donc, il y a l'apparition d'un nouveau phénotype, donc il y a une codominance. C'est ça, comme ça qu'on détermine codominance. Donc là, on déduit toujours les trois premières conclusions. Donc, F1 est homogène, on dit donc parents sont de la spire, parents croisés sont de la spire. Et la première loi de Mendel est toujours vérifiée ici. Mais là, qu'est-ce qu'on va changer? Donc, on va dire qu'il y a codominance parce qu'on a apparition d'un nouveau phénotype. Il y a codominance. Il y a codominance. Donc, au niveau de F2 maintenant, quand on fait, je vais faire un parallélisme un peu au niveau des résultats. Donc, F2, quand on croise F1 avec F1, donc elle est hétérogène encore. F2 est hétérogène. Et présente maintenant trois phénotypes. Trois phénotypes. Proportion, donc, on aura un demi du phénotype intermédiaire donc, de la première génération F1 et un quart du phénotype de chacun des parents. Donc, un quart de P1, un quart du phénotype donc, P2. Un demi, c'est le phénotype intermédiaire. Donc, quand on suit un caractère et on obtient trois phénotypes, donc à chaque fois, au niveau de la génétique, quand vous avez un caractère qui se présente sous trois phénotypes, ça veut dire qu'il y a codominance. Donc, à chaque fois que vous avez un croisement, vous suivez un caractère et au niveau de ce caractère, vous avez trois phénotypes. Dans ce cas, il y a codominance. Vous suivez un caractère de la couleur, vous retrouvez avec trois phénotypes. Rose, rouge, blanche. Donc, la présence de ces trois phénotypes donc, au niveau de l'analyse montre qu'il y a une codominance. Donc, là aussi, pour la codominance, soit F1 est homogène, vous avez un nouveau phénotype, vous déduisez donc qu'il y a codominance, ou bien une descendance hétérogène, et vous avez trois phénotypes avec des proportions 50%, 25%, 25%, vous déduisez qu'il y a codominance. Donc, au niveau de codominance, c'est inutile de faire ce qu'on appelle des croisements tests. Le croisement test, c'est pour déterminer le génotype du phénotype dominant. Au niveau de la codominance, chaque phénotype détermine un génotype. D'accord, on te dit rouge, je sais que rouge est de race pure, c'est R sur R. Blanche, je sais que c'est de race pure, c'est B sur B. Rose, je sais que c'est des individus hybrides, c'est le mélange entre rouge et blanc, c'est R sur B. Donc, au niveau donc, de codominance, c'est inutile de faire un croisement test parce que le croisement test, l'intérêt du test, c'est de déterminer le génotype du phénotype dominant. Or, dans un cas de codominance, chaque phénotype détermine un génotype, donc c'est inutile de faire ce qu'on appelle des croisements tests. Donc, ça, c'est dans le cas de monohybridisme autosomal avec dominance et avec codominance. Monohybridisme aussi gonosomal, on a les mêmes caractéristiques. Donc, pour avoir monohybridisme gonosomal avec dominance ou avec codominance. Donc là, je vais vous faire juste un tableau comparatif entre la transmission cas d'un gène autosomal et cas d'un gène gonosomal. Comment on reconnaît que le gène est autosomal ou le gène est gonosomal. Parce que donc on va faire un tableau de comparaison. Entre donc transmission autosomique et transmission entre un gène autosomal et un gène gonosomal. Un parallélisme entre les deux.
gène autosomal et gène gonosomal, on va voir tout de suite. Donc au niveau de gène gonosomal, on a deux systèmes. Dans le cas de gène, au niveau des gènes gonosomal, on a deux systèmes. Soit le système plus souvent que vous connaissez, donc XX, XY, et on a un deuxième système, donc ZW. Donc au niveau du système XXXY, c'est la femelle qui est homogamétique. Donc homogamétique lorsque les deux chromosomes sexuels sont identiques. Et le mâle est hétérogamétique. Donc là, c'est le mâle qui détermine le sexe. Donc là, c'est femelle, et ici, c'est le mâle. Donc ça, c'est dans le système XXXY. Le sujet homogamétique, c'est quand les deux chromosomes sexuels sont identiques. Lorsque les deux chromosomes sexuels sont différents, donc on parle de hétérogamétique. Donc là, dans ce système, c'est le mâle qui détermine le sexe. Dans le système ZW, c'est des cas des exceptions comme les oiseaux, les papillons, et ainsi de suite. C'est le mâle qui est homogamétique. Et la femelle, elle est dite donc dans ce cas hétérogamétique. Et là, c'est la femelle qui détermine donc le sexe. Donc ce sont ces deux systèmes qui sont dans votre programme, donc soit XXXY et ZZZW. Donc je disais que pour montrer ce tableau donc, de comparaison entre les gènes autosomales et les gènes gonosomales, les gènes autosomales, on va parler de 3 points essentiellement. Les gènes autosomales vérifient toujours la première loi de Mendel. Ici, donc, la première loi de Mendel est toujours vérifiée. Il vérifie toujours la première loi de Mendel. Il vérifie toujours la première loi de Mendel. Donc, quel que soit le sens du croisement, donc la descendance, on va avoir toujours le même résultat. Donc, la descendance est homogène. Donc, les parents sont dans la spire. Donc, ils vérifient toujours la première. Là, on dit, il peut ne pas vérifier la première loi de Mendel. Il peut ne pas vérifier la première loi de Mendel. Quand? Donc, on prend une femelle, par exemple, on prend une femelle A, mâle B, par exemple, on obtient 100% A. Donc, dans ce cas, on va dire que la première loi de Mendel est vérifiée et que A domine B. Ça, c'est dans le premier croisement. On fait le croisement inverse, qu'on appelle le croisement réciproque. On prend maintenant une femelle B, mâle A. Femelle B, mâle A. Donc, on obtient 50% de femelle A et 50% de mâle B. Donc, le résultat a changé en fonction du sens de croisement. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il peut ne pas vérifier la première loi de Mendel. Donc, à chaque fois que les sujets hétérogamétiques portent le caractère dominant, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Mais à chaque fois que les sujets homogamétiques, que ce soit dans le système XX ou ZZ, si c'est dans le système XX, si la femelle porte les caractères dominants, la première loi de Mendel est vérifiée. Dans le cas du système ZZ, si c'est le mâle qui porte les caractères dominants, la première loi de Mendel est vérifiée. Donc là, on dit donc lorsque le caractère dominant est porté par les individus homogamétiques, la première loi de Mendel est vérifiée. Mais lorsque le caractère dominant est porté par les individus hétérogamétiques, dans le cas du système XXY, si le mâle porte le caractère dominant,
Dans le cas du système ZZ, ZW, si la femelle porte le caractère dominant, la descendance va être hétérogène. Donc, il y aura l'exception de la première loi de Mendel. Donc, c'est pour cela, quand vous avez deux croisements qui donnent des résultats différents selon le sens du croisement direct et le croisement réciproque qui ne donnent pas le même résultat, on tire la conclusion que la transmission est gonosomique. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, il peut ne pas vérifier la première loi de Mendel. On peut rajouter, donc, lorsque le caractère dominant est porté par les sujets hétérogamétiques. À chaque fois que le caractère dominant est porté par les sujets hétérogamétiques, la première loi de Mendel n'est pas avérée. Maintenant, si le caractère dominant est porté par les sujets homogamétiques, la première loi de Mendel est vérifiée. Donc, la gène autosomale vérifie toujours la première loi de Mendel, mais le gène gonosomal peut ne pas vérifier la première loi de Mendel lorsque le caractère dominant est porté par les sujets hétérogamétiques. Deuxième point de différence, il ne peut jamais y avoir de différence phénotypique entre mâle et femelle au niveau du gène autosomal. Donc là, c'est-à-dire que le sexe n'est pas spécifié au niveau de la descendance. Au niveau de la descendance, il n'y a pas de différence phénotypique entre mâle et femelle. Donc, sexe, on met simplement sexe non spécifié au niveau de la descendance. Sexe non précisé, non spécifié au niveau de la descendance. Ça, c'est le deuxième point, au niveau de la descendance. Par contre, ici, le sexe est toujours précisé. Il y a toujours une différence phénotypique entre mâle et femelle. Sexe spécifié. Sexe spécifié, donc, au niveau de la descendance. Donc, il y a une différence phénotypique entre mâle et femelle. Ça, c'est le deuxième point pour voir les gènes gonosomales. Troisième point maintenant, là, le résultat est toujours le même. Quel que soit le sens du croisement, on obtient le même résultat. Dans le cas d'un gène autosomal, même résultat, quel que soit le sens du croisement. Quel que soit le sens du croisement, on obtient toujours le même résultat. Mais là, donc, le croisement direct et le croisement réciproque à partir des individus de race pure, de lignée pure, donnent toujours des résultats différents. Donc, le croisement direct, et le croisement réciproque, c'est-à-dire le croisement inverse, à partir des parents de race pure, donnent toujours des résultats différents. Des résultats différents, toujours. Et c'est là où on va profiter pour vous parler d'un cas particulier qu'on appelle des gènes influencés par le sexe. Les gènes influencés par le sexe. Le gène est toujours autosomique parce qu'il ressemble un peu à la transmission gonosomique. Vous allez voir que le sexe va être spécifié au niveau de la descendance. Mais qu'est-ce qui les différencie? Donc, gène influencé par le sexe, la dominance est instable. Dominance instable,
c'est-à-dire qui change selon les sexes. Pourquoi on dit que la transmission est toujours autosomique malgré qu'on met au niveau des différences phénotypiques au niveau des mâles? Quand on fait le croisement direct et le croisement réciproque, on obtient toujours le même résultat. Donc, et c'est ça qui nous permet de tirer la conclusion que ce gène est influencé par le sexe. Dans la descendance, on met une différence phénotypique entre mâle et femelle. Mais quand on fait le croisement réciproque, on obtient toujours les mêmes résultats. Donc, d'où les gènes influencés par le sexe, c'est des cas particuliers. La transmission est toujours autosomique. Mais comme la dominance maintenant change selon les sexes, on dit que c'est un gène donc influencé par le sexe. Donc on vous remercie. Donc, et prochainement, Inch'Allah, on va faire le débrief. Merci.